On a longtemps chuchoté dans les coulisses de la mode parisienne, elle est trop différente pour exister. Pourtant, c'est justement cette différence qui a fait d'Inès Rowe un nom impossible à ignorer. Dans un univers habitué à célébrer des normes de beauté rigides, son apparition a eu l'effet d'une fracture, tranchante et directe. Née dans une famille d'origine algérienne, élevée en banlieue parisienne, Inès portait dans son regard à la fois la fragilité et la fierté. Le jour où elle monta pour la première fois sur une scène, le public n'eut pas le temps de comprendre qui elle était. Mais chacun fut happé par une aura indescriptible, quelque chose qui dépassait la silhouette et le visage. C'était une vérité nue, une lumière intérieure qui forçait les yeux à se poser sur elle. Le véritable tournant survint lorsque, au sommet de sa jeune carrière de mannequin, Inès choisit de révéler sa vérité intime. Ce n'était ni un scandale racoleur, ni une manœuvre publicitaire. C'était une déclaration courageuse. Elle vivrait désormais sans masque, sans peur, dans l'authenticité la plus totale. À cet instant, le monde de la mode, si brillant mais si implacable, fut obligé de s'arrêter, d'ouvrir les yeux et de reconnaître une évidence. La beauté ne se limite pas à un moule, elle se trouve aussi dans la capacité à franchir les frontières. Dès lors, Inès Rowe ne fut plus seulement un mannequin. Elle devint un symbole, une figure qui inspira des milliers d'autres personnes à croire qu'elles aussi pouvaient être vues, reconnues et aimées pour ce qu'elles sont. Elle entra dans l'histoire non seulement comme une top modèle, mais comme une voix qui changea la définition même du mot « beauté ». Inès Rowe est née en 1990 à Paris, dans une famille d'origine algérienne. L'appartement modeste de la banlieue où elle a grandi n'avait rien d'un palais luxueux. Des murs vieillissants, des couloirs bruyants et les sons familiers d'un quartier populaire peuplé de familles venues d'ailleurs. Son enfance fut bercée par les parfums épicés de la cuisine nord-africaine, par les rythmes de la musique arabe qui s'échappaient des fenêtres ouvertes, mais aussi par le vacarme de la grande ville moderne. C'était un univers simple, parfois rude, où chaque journée se jouait entre tendresse familiale et regard scrutateur de la société. Dès son plus jeune âge, Inès ressentit qu'elle n'était pas tout à fait comme les autres. Tandis que les enfants du quartier s'amusaient dans les rues, elle restait souvent près de la fenêtre, observant silencieusement le monde extérieur. Loin d'être renfermée, elle était sensible, curieuse, habitée par une quête intime, comprendre pourquoi son reflet dans le miroir lui semblait si étranger. Ce secret, enfoui dans son cœur d'enfant, était lourd à porter. Dans une communauté attachée aux traditions, tout écart à la norme devenait sujet de critique. Inès apprit très tôt que la différence pouvait susciter l'incompréhension. Sa famille, bien que protectrice, n'était pas riche. Ses parents travaillaient dur, enchaînant les petits emplois pour assurer le minimum. Les vêtements d'Inès étaient souvent des habits de seconde main, repris ou achetés au marché. À l'école, cela la rendait vulnérable aux moqueries. Mais plus que la pauvreté matérielle, c'était le sentiment intérieur d'être autre qui marquait son enfance. Elle gardait ses doutes pour elle, se réfugiant dans l'écriture de petits journaux intimes maladroits où elle couchait ses rêves et ses angoisses. À 11 ans, Inès savait déjà qu'elle ne pourrait pas rester éternellement dans le silence. Elle aspirait à être reconnue telle qu'elle se sentait vraiment. Mais la peur d'être jugée, la peur de décevoir sa famille, la freinait. Elle compensait par une soif de lecture, romans initiatiques, récits de quête identitaire. Les personnages qu'elle découvrait lui donnaient l'espoir qu'un jour, quelque part, il existerait un monde capable d'accueillir sa vérité. À l'adolescence, une passion nouvelle prit forme, la mode. Elle passait des heures à feuilleter, en cachette, des magazines empruntés dans les librairies. Chaque photo d'un défilé, chaque portrait de top modèle international éveillait en elle un désir ardent de s'évader. Devant son miroir, elle s'entraînait à défiler, utilisant des chaussures usées à la place des talons, faisant semblant que son petit salon était une passerelle illuminée. Ses amis rêvaient d'emplois normaux, mais elle, déjà, rêvait d'être un jour ce mannequin qui inspire et captive. Cependant, le quotidien restait difficile. Dans la cour de récréation, les railleries et les discriminations étaient monnaie courante. Certains professeurs, sévères, la jugeaient inadaptée. Inès endurait ses blessures en silence, rentrant chez elle avec un cœur lourd. Mais loin de la briser, cette hostilité forgeait son caractère. Elle apprit à transformer la douleur en énergie,
à se construire une force intérieure qui lui permettrait un jour de se tenir debout face au monde. À 15 ans, elle prit conscience que le choix de son chemin ne pouvait appartenir qu'à elle. Personne ne vivrait à sa place. Elle commença à chercher des communautés où elle pouvait parler librement, échanger avec d'autres jeunes en quête d'identité. Ces rencontres lui donnèrent du courage. Elle comprit que son désir profond n'était pas seulement de porter de beaux vêtements, mais de s'affirmer en tant qu'individu complet. La mode, pour elle, n'était qu'un véhicule. La véritable mission était de prouver que chacun a le droit d'exister tel qu'il est. Ainsi, son adolescence fut une succession de contradictions. Tradition familiale contre désir d'indépendance, pauvreté contre rêve de paillettes, silence imposé contre besoin vital de s'exprimer. Ces dualités l'ont forgée. Derrière sa silhouette frêle se construisait une volonté redoutable, celle d'une future top modèle prête à bouleverser les codes d'une industrie qui, jusqu'alors, ne voyait pas la diversité comme une richesse. Le parcours d'Inès Roe pour entrer dans le monde de la mode n'a jamais ressemblé à ces récits romancés où un recruteur découvre une jeune fille par hasard dans un centre commercial. Il n'y eut ni coup de fil magique, ni destin tout tracé. Pour Inès, la porte ne s'ouvrit que grâce à une volonté brûlante et à une série de choix audacieux. À 18 ans, elle fit ses premiers pas dans de petites séances photos organisées par des amis. Ce n'étaient pas des studios luxueux, juste un appareil fatigué, quelques projecteurs bricolés et beaucoup d'imagination. Pourtant, pour elle, chaque clic d'appareil photo était comme une révélation. La première fois qu'elle posa, ses mains tremblaient, son cœur battait si fort qu'elle craignait de trahir son secret le plus intime. Mais dès que le flash éclata, une libération s'opéra. Elle découvrit un espace où elle pouvait enfin être elle-même. Les premières images n'étaient pas parfaites. Certains photographes jugeaient son attitude encore brute, manquant de technique. Mais tous reconnaissaient une intensité rare dans son regard, une spontanéité qui ne s'enseignait pas. Peu à peu, les invitations se multiplièrent. Shootings amateurs, défilés d'écoles de mode, présentations de jeunes créateurs. Le chemin se traçait, mais jamais sans embûches. À la maison, les inquiétudes persistaient. Ses parents, bienveillants mais prudents, s'interrogeaient sur cette passion exigeante. D'aucuns dans son entourage conseillaient à Inès de choisir une carrière sûre, loin des feux de la rampe. Dans son quartier, devenir mannequin paraissait presque irréel, surtout pour une fille marquée par la différence. Les doutes, parfois, l'envahissaient. Mais chaque fois qu'elle croisait son reflet habillé d'une robe improvisée, elle retrouvait une certitude. Elle était née pour fouler les podiums, pour raconter une histoire plus grande qu'elle-même. Le véritable tournant eut lieu lorsqu'elle rencontra un photographe parisien reconnu, habitué des grandes publications. Il vit en elle ce que d'autres n'avaient pas perçu, une énergie indomptable. Après un shooting d'essai, il lui déclara « Tu n'as pas besoin de forcer. Reste debout et tu insuffles déjà de la vie à l'image. » Ces mots résonnèrent en elle comme une validation de son chemin. Peu après, une opportunité décisive se présenta, un casting pour un défilé parisien. L'atmosphère y était électrique, saturée de jeunes femmes ambitieuses, toutes splendides, toutes avides de briller. Inès, intimidée, sentait ses jambes vaciller, mais lorsqu'elle s'élança, le sol froid sous ses pieds, son regard s'ancra dans l'horizon. Elle marcha, simple et déterminée. Le jury resta impassible. Elle rentra chez elle vidée, persuadée d'avoir échoué. Une semaine plus tard, la surprise fut totale. Elle était retenue. Ce n'était pas encore Dior ni Chanel, mais pour elle, c'était un miracle. Revêtir pour la première fois une tenue conçue spécialement pour défiler, sentir la musique vibrer, la lumière l'envelopper, ce fut une expérience presque irréelle. Sur ce podium, elle n'était plus l'adolescente pauvre de la banlieue parisienne, ni l'enfant moqué par ses camarades. Elle était un personnage nouveau, sûre d'elle, éclatante, habitée par une puissance inattendue. Pourtant, une angoisse subsistait. Elle savait qu'un jour ou l'autre, sa vérité personnelle deviendrait publique. Que se passerait-il alors? Les créateurs continueraient-ils à l'engager? Le public l'accepterait-il? Les questions flottaient au-dessus d'elle comme des ombres. Mais loin de l'affaiblir, cette peur devint un moteur. Chaque apparition sur scène était vécue comme une conquête. Chaque flash de photographe comme une victoire contre l'incrédulité. Inès comprit vite que pour percer, elle devait transformer la curiosité en admiration, le doute en certitude.
Ses pas devinrent plus assurés, son port de tête plus fier. Elle n'était pas seulement une débutante, elle était déjà en train de devenir un symbole. Ceux qui l'observaient comprenaient que cette jeune femme avait en elle le potentiel d'une top modèle, une capacité à incarner plus qu'une robe, à transmettre une histoire par la simple manière de marcher. Ainsi s'ouvrit pour Inès la véritable entrée dans le métier. Pas par hasard, pas par magie, mais par la force de sa volonté et la foi qu'elle avait en son rêve. Une entrée marquée par le risque, la peur, mais aussi par la conviction profonde qu'elle avait trouvé sa place, sur les podiums, devant les caméras, dans ce monde qui, tôt ou tard, devrait reconnaître son authenticité. Le moment où Inès Rowe entra véritablement dans la lumière fut celui où elle foula pour la première fois les grands podiums parisiens. Fini les défilés d'école ou les présentations confidentielles, désormais, elle portait les créations de maisons prestigieuses. Dans l'air vibraient des basses électro, les projecteurs la traquaient, des centaines d'objectifs s'allumaient d'un seul geste. Son cœur battait à tout rompre, mais une flamme brûlait en elle, la conscience d'avoir franchi un seuil décisif. Lors de son premier défilé pour Balmain, la salle sembla retenir son souffle. Inès fit son entrée, ses pas glissant avec souplesse, mais aussi avec une assurance contenue. Son visage demeurait impassible, mais son regard vibrait d'intensité. Dans les rangs du public, on murmurait. Qui était cette nouvelle venue, si différente et si magnétique? Lorsque les photos circulèrent, le doute ne fut plus permis. Une étoile venait de naître. Très vite, les invitations s'enchaînèrent. Des campagnes publicitaires audacieuses, des magazines prestigieux, des collaborations qui firent trembler les codes. L'un des tournants majeurs survint en 2017, lorsqu'Inès apparut en couverture de Playboy. Pour la première fois, un mannequin transgenre devenait Playmate du mois. Le choc fut planétaire. Certains applaudissaient une avancée historique, d'autres criaient au scandale. Mais, au-delà de la polémique, une réalité s'imposait. Inès avait changé la définition même de ce qu'un top modèle pouvait incarner. Sur les podiums, elle développait un style singulier. Là où tant d'autres affichaient une froideur distante, elle apportait une humanité palpable. Sa démarche, ses regards, tout respirait l'authenticité. Pour les photographes, elle était une révélation. L'appareil l'adore, disait un directeur artistique, pas parce que son corps est parfait, mais parce que ses yeux racontent une histoire. Les grandes maisons ne tardèrent pas à la convoquer. Dior, Chanel, Balmain encore, mais aussi des créateurs émergents voulant associer leur image à une figure de rupture. Dans Vogue, ces clichés imposèrent un mélange fascinant, douceur féminine et fierté insolente. Les éloges pleuvaient, une muse contemporaine, une beauté redéfinie, une présence unique dans l'industrie. Ce qui distinguait Inès, ce n'était pas seulement la notoriété, mais le sens qu'elle donnait à chacune de ses apparitions. Être mannequin, pour elle, ce n'était pas porter des vêtements, c'était incarner une cause, prouver que la diversité pouvait et devait être célébrée. À travers elle, la mode ne pouvait plus prétendre ignorer la réalité du monde. Elle forçait les maisons à accepter qu'un podium représentait la société dans toute sa richesse. Ses années de gloire furent intenses. On la voyait à Paris, à Milan, à New York, en couverture de magazines, dans des campagnes planétaires. Sa vie devint une succession de vols, d'hôtels et de valises. Mais malgré l'épuisement, son regard ne perdait jamais l'étincelle de la détermination. Pour elle, chaque show n'était pas un simple contrat, c'était une bataille gagnée contre les stéréotypes. Peu à peu, le public comprit qu'Inès n'était pas qu'une top modèle de plus dans une industrie saturée. Elle était un récit vivant, celui d'une enfant de banlieue marginalisée devenue icône internationale, celui d'une femme qui avait osé affirmer sa vérité malgré la peur et le jugement. Ce récit transparaissait dans chacun de ses pas, donnant à ses défilés une dimension presque cinématographique. Sa percée ne se mesura donc pas seulement en contrats signés ou en couverture de magazines. Elle se mesura à l'onde de choc qu'elle provoqua dans une industrie réputée figée. Grâce à elle, de jeunes talents jusque-là invisibles commencèrent à croire en leur chance. Grâce à elle, les directeurs artistiques, même les plus conservateurs, comprirent qu'ignorer la diversité revenait à se couper de l'air du temps. Ainsi, la période de pointe d'Inès Rowe ne fut pas seulement l'apogée d'une carrière. Ce fut une révolution discrète mais profonde. Par son charisme, son courage et sa constance, elle imposa une nouvelle définition du mot mannequin, non plus un corps standardisé, mais une personne capable de bouleverser les imaginaires.
Ce qui distingue Inès Rowe ne réside pas uniquement dans le fait qu'elle soit la première femme transgenre à avoir posé en couverture de Playboy. Sa véritable force fut d'avoir transformé cette différence en arme, en étendard. Dans un univers qui adore les codes figés, où l'on pense pouvoir enfermer la beauté dans une définition unique, elle osa prendre le chemin le plus périlleux, celui de la sincérité absolue. Très tôt, elle reçut des propositions qu'elle refusa. Certaines marques voulaient exploiter son histoire personnelle comme un argument marketing, réduire sa carrière de mannequin à une simple curiosité médiatique. Inès dit non. Elle ne voulait pas qu'on la regarde comme un phénomène, mais comme une professionnelle, comme une femme accomplie. Bien que ces refus lui coûtassent certaines opportunités, ils lui permirent de garder intacte son identité et sa dignité. Le monde de la mode, surtout en Europe, n'était pas tendre. Quelques créateurs hésitaient à la faire défiler, craignant la polémique. Certains magazines refusaient ses photos, redoutant la réaction d'un lectorat jugé conservateur. Les rejets étaient brutaux, parfois humiliants. Mais Inès n'avait pas l'intention de reculer. Elle affrontait les obstacles de face. Chaque refus renforçait son désir de prouver qu'elle n'était pas là pour plaire à tous, mais pour tracer une voie. Dans ses interviews, elle rappelait « Je ne veux pas être réduite à mon identité transgenre. Je veux qu'on me juge comme une femme, comme une top modèle, et pour la qualité de mon travail. » Ces mots claquaient comme un manifeste. Elle refusait de se laisser définir par un seul aspect de son existence. Un épisode marquant eut lieu lorsqu'une grande maison annula sa participation à un défilé quelques jours seulement avant l'événement. Motif, risque de controverse, un coup de massue. Mais au lieu de se laisser abattre, Inès réagit avec élégance. Sur les réseaux sociaux, elle publia un cliché lumineux accompagné d'une phrase « Je suis toujours là et je continuerai à marcher ». Le message fit le tour du monde, transformant une humiliation en victoire morale. Ce qui émeut tant chez elle, c'est qu'elle n'a jamais lutté uniquement pour elle-même. Dans des conférences, des tables rondes, des prises de parole publiques, elle affirmait que sa présence sur les podiums représentait bien plus que sa carrière. Elle ouvrait la voie à tous ces jeunes qui se sentaient différents, marginalisés, invisibles. Elle portait leur voix avec simplicité, sans pathos, sans posture victimaire. Elle démontrait qu'on pouvait être vulnérable et fort, atypique et universel. Plusieurs créateurs qui avaient osé lui faire confiance témoignèrent. Inès apporte une énergie que nul autre mannequin ne possède. Elle incarne à la fois la fragilité d'une artiste et la puissance d'une combattante. Cette dualité, rare et magnétique, fit d'elle bien plus qu'un visage sur papier glacé. Elle devint une inspiration. Dans un discours resté célèbre, elle déclara « La plus grande liberté, c'est de vivre en accord avec soi-même. Je ne me bats pas pour devenir quelqu'un d'autre, je me bats pour être moi. » Cette phrase fut reprise, partagée, imprimée sur des pancartes et des articles. Elle devint un slogan de fierté pour toute une génération en quête de reconnaissance. Chaque pas sur un podium, chaque refus assumé, chaque sourire, malgré l'adversité, construisait une légende. Celle d'une femme qui ne se laissait pas réduire à un symbole, mais qui transformait son histoire en mouvement collectif. Inès Rowe n'a jamais voulu être une exception mise en vitrine. Elle voulait redéfinir ce que signifie être un mannequin, non pas un corps conforme, mais une âme capable d'émouvoir, d'inspirer, de bouleverser. Et c'est dans cette lutte, dans ses choix courageux, qu'elle a conquis sa place parmi les véritables top modèles de son époque. La carrière d'Inès Rowe, aussi éclatante fut-elle, ne fut pas une ascension linéaire. Derrière les podiums illuminés et les couvertures prestigieuses, se cachait une femme confrontée à ses limites, à la fatigue et aux blessures invisibles. Car être un mannequin ne signifie pas seulement porter des vêtements, c'est aussi affronter un rythme inhumain, une exposition médiatique brutale et parfois le vertige d'un isolement profond. Après plusieurs années d'activité intense, Inès commença à sentir le poids de cette vie effrénée. Les voyages incessants, de Paris à Milan, de New York à Los Angeles, épuisaient son corps et son esprit. Sa maison se réduisait à une valise toujours prête, ses nuits à des chambres d'hôtel impersonnelles. Derrière les sourires des coulisses, elle portait une lassitude qu'aucun maquillage ne pouvait masquer. Elle confia plus tard qu'il lui arrivait, après un show triomphal, de s'asseoir seule face à un miroir et de ressentir un vide immense. Le monde de la mode est cruel. Dès qu'un nouveau visage surgit, l'attention se détourne. Pour une top modèle transgenre, cette précarité symbolique était encore plus violente. Chaque apparition était scrutée, commentée,
décortiquée. Certains médias, au lieu de célébrer son talent, réduisaient sa carrière à une curiosité, multipliant les titres sensationnalistes. Cette pression permanente finit par fissurer son armure. Un incident marqua particulièrement cette période. Lors d'un shooting pour une grande marque, des clichés non retouchés furent divulgués sans son accord. Rapidement, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des internautes, cruels, attaquèrent son apparence, ressassant son parcours personnel. Les insultes affluèrent implacables. Pour Inès, ce fut une épreuve terrible, ses fragilités intimes exposées en pâture au regard du public. Elle choisit alors de se retirer un temps des plateformes numériques, comme pour protéger la partie la plus fragile d'elle-même. À cette crise médiatique s'ajoutèrent des désillusions personnelles. La célébrité attire, mais elle déforme les relations humaines. Inès avoua qu'il devenait difficile de savoir qui l'aimait réellement et qui la fréquentait pour son image. La méfiance s'installa, rongeant ses amitiés, fragilisant ses histoires sentimentales. Derrière l'icône glamour, il y avait une femme qui doutait, qui se sentait parfois terriblement seule. Peu à peu, ses apparitions publiques se firent plus rares. Certains y virent le signe d'une fin de carrière. D'autres parlèrent d'un choix stratégique. En réalité, Inès avait décidé de prendre du recul pour préserver sa santé mentale. Elle comprit qu'aucun podium, aucune couverture ne valait le prix de son équilibre intérieur. Elle avait besoin de silence, de lenteur, d'une vie plus humaine. Durant cette période de retrait, son quotidien se simplifia. Elle délaissa les robes de haute couture pour des jeans, des baskets, des matinées discrètes dans de petits cafés parisiens. Sur les réseaux, elle partageait parfois de courts messages, non pas sur la mode, mais sur la vie, sur la fragilité des êtres. Chaque mot posté devenait un écho puissant, car derrière l'image de la top modèle, on découvrait une femme en quête de sens. Beaucoup regrettèrent son absence. Des voix s'élevèrent pour dire qu'une telle disparition était une perte pour la mode. Mais peut-être fallait-il comprendre cette pause comme un acte de survie. Si elle n'avait pas ralenti, elle aurait pu s'effondrer sous le poids de la gloire. Cette disparition temporaire laissa derrière elle un parfum de mystère. Certains se demandaient, l'industrie de la mode est-elle trop dure pour accueillir durablement une figure comme Inès ? Ou bien préparait-elle simplement un retour plus fort, plus serein ? Quoi qu'il en soit, ce retrait n'effaça rien de son héritage. Au contraire, il rappela une vérité essentielle. Derrière chaque mannequin, derrière chaque image parfaite, il y a un être humain, avec ses forces et ses failles. Et ce sont justement ces failles qui rendent un symbole inoubliable. Aujourd'hui, lorsque l'on prononce le nom d'Inès Roe, on n'évoque pas seulement un visage de magazine ou un défilé mémorable. On parle d'un jalon historique, d'une femme qui a forcé l'industrie à se réinventer. Sa présence en couverture de Playboy, ses passages sur les podiums les plus prestigieux, tout cela n'a pas été qu'une succession de réussites personnelles. Ce fut un message adressé au monde entier. La beauté ne peut pas rester figée dans une norme étroite. Ce qui reste de son parcours, ce ne sont pas seulement les contrats ni les projecteurs, c'est l'inspiration durable qu'elle a semée. Grâce à elle, d'autres jeunes, longtemps paralysés par la peur d'être rejetés, ont osé rêver. L'industrie, si longtemps frileuse, a dû reconnaître que l'avenir appartenait à la diversité. Un jour, Inès a résumé sa philosophie par une phrase simple. « La beauté n'est pas un moule, la beauté c'est la liberté ». Cette déclaration, reprise et partagée à l'infini, est devenue une boussole pour ceux qui cherchent encore leur place. Qu'elle défile ou non, Inès Roe restera une figure gravée dans la mémoire collective. Elle n'est pas seulement une top modèle parmi d'autres, elle est l'incarnation d'un combat, d'un souffle de liberté. Et la question demeure, suspendue. Si une jeune femme comme elle commençait aujourd'hui, le monde serait-il enfin prêt à l'accueillir pleinement ?